Et sans plus tarder, je vais céder maintenant la parole à notre conférencier, M. Olivier Meslim. Olivier, la parole est à vous. Merci Luc. Bonjour à tout le monde. Écoutez, c'est la première fois que j'utilise cette technologie-là. Alors, un petit peu de patience peut-être si ça me prend du temps à noter là, les questions-réponses ou les questions que vous pourriez avoir. Je vais fermer immédiatement là, l'image que vous avez de moi, pas parce que je me trouve pas beau, mais seulement parce que on va pouvoir se concentrer là, de la sorte sur la présentation PowerPoint. Alors, j'éteins l'image de moi. Je prends pour acquis qu'on m'entend. Donc, aujourd'hui, on va parler des outils pour traiter des points de vulnérabilité dans les projets. Ce que je voudrais faire, c'est un tour un petit peu d'horizon, là, aller dans le général. Puis j'ai pris des cas, surtout de l'industrie de la construction, et j'ai pris des cas aussi qui viennent pas seulement de mes propres recherches, mais aussi de d'autres auteurs. Et j'ai pris soin aussi de citer littéralement ce que les gens disent pour que on puisse s'accrocher, pas seulement qu'il y ait le côté si on veut, théorique, mais qui a un côté très pratique pour voir si vous vous reconnaissez dans certaines expressions ou certaines choses qui sont dites euh, dans la vie de tous les jours, dans les cas concrets. Donc, pour vous décrire un petit peu qui je suis, peut-être qu'il y en a qui me connaissent, là, qui m'ont déjà entendu au PMI, mais je suis professeur universitaire. J'enseigne notamment la faisabilité de projets puis la gestion de projets internationaux en français, en anglais, en espagnol aussi. Je vais une fois de temps en temps en Amérique latine enseigner ces sujets-là en espagnol. Je fais de la consultation, notamment pour les centres de développement économique, pour évaluer les projets, s'ils sont faisables, s'il y a des erreurs dans la présentation du plan, etc. Évidemment, ben, je suis auteur aussi, là, parce que j'ai un livre à la faisabilité de projet avec les presses internationales polytechniques de Montréal, qui est sorti en mai 2015. Et là, il y a un livre là, qui va sortir au mois de janvier 2017, Project Feasibility. Tools for Uncovering Points of Vulnerability. Donc, sur la faisabilité de projet, qui va faire à peu près 600 pages, là, puis qui, je crois, est assez complet et donne beaucoup d'informations là, sur la faisabilité de projet. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est, premièrement, essayer de définir c'est quoi un projet. Alors, c'est sûr que dans le PMBOK, il y a une définition du projet, puis c'est celle qu'on adopte, là, qu'on soit d'accord ou non, quand on est project, quand on est approuvé là, par la certification du PMI Institute. Euh, mais je voulais quand même prendre soin de, euh, de définir le projet pour qu'on s'entende sur la façon de le voir, parce qu'à partir de ça, à partir de ça, on va comprendre comment on peut détecter les points de vulnérabilité. Alors, essentiellement, la façon dont le projet peut être décrit, c'est qu'il y a des intrants, il y a une transformation et il y a des extrants. C'est facile, ça va bien. Et on prend pour acquis que ça, c'est un projet. Donc, contrairement à ce qu'on appelle une opération, c'est-à-dire qu'une fois que le projet est mis en marché et qu'il se développe tout seul, c'est une opération ou même une transformation dans une usine, il y a des intrants, une transformation puis des extrants. Ce qui marque le projet, c'est que l'image que vous voyez là est encadrée. C'est-à-dire que du point de vue dont on le définit, là, il y a un début qui est avant l'intrant, puis il y a une fin qui est après les extrants. Il y a un plafond qui couvrirait les intrants, la transformation et les extrants, qui est le plafond des coûts. Et il y aurait aussi un plancher qui couvrirait, qui supporterait, si on veut, les intrants, la transformation et les extrants, ce plancher-là serait donc les normes minimales de qualité. Alors, vous voyez que le triangle, le fameux triangle euh, j'appelle ça le triangle des Bermudes ou le Iron Triangle, euh, s'encadre à l'intérieur de cette image-là que vous avez intrant, transformation et extrant. Et c'est à partir de ça qu'on va travailler pour découvrir les points de vulnérabilité puis mieux les comprendre. Une autre chose que je voudrais euh, identifier, c'est en quoi un projet est différent d'une opération régulière
Et puis, ça aussi, on va voir que c'est important parce que ça va jouer dans les choses à faire et ne pas faire, là, à faire pour éviter les points de vulnérabilité, puis à ne pas faire pour ne pas les créer. Donc, essentiellement, un projet né d'une idée, d'un besoin, quelque chose qui a été perçu à un moment donné par ceux qui font la promotion du projet comme une opportunité. Donc, il y a un aspect là, anticipatoire, d'où le mot projet, qui veut dire justement se projeter dans le futur. Il faut qu'il y ait un élément innovateur. C'est ce qui fait que le projet contient beaucoup d'ambiguïté dès le départ, parce qu'il est innovateur et unique. Il n'a jamais été essayé avant, techniquement, là. Donc, ça crée une certaine incertitude à l'intérieur même du groupe qui va créer et manœuvrer le projet. Ce groupe-là est composé de parties prenantes qui peuvent être extérieures, comme par exemple les banques qui vont financer le projet, ou évidemment des parties intérieures, les forces de production, les gestionnaires, etc. Il faut évidemment qu'un projet, pour qu'il ait de l'allure, il faut qu'il contienne des défis techniques. Et c'est ce qui fait que ça force souvent, par exemple, à impliquer le client qui va devenir l'utilisateur du projet pour bien identifier ses besoins à lui et s'assurer que les défis techniques auxquels on fait face, qui sont de la nature même du projet, répondent à ce à quoi s'attend le client. Puis on va voir que souvent, c'est une pierre d'achoppement qui crée un point de vulnérabilité. Et évidemment, finalement, ben, un projet, ça a une durée délimitée. Donc, on est coincé, si on veut, à l'intérieur d'un agenda, d'un calendrier de tâches et d'activités pour livrer la marchandise. On n'a pas d'autre option. On est à l'intérieur d'un système fermé. Si je continue, le point que je veux faire ici, c'est qu'évidemment, on parle du Iron Triangle, le calendrier, les coûts. Là, j'ai mis défi. Défi, c'est dans le sens des normes de qualité. Les points de vulnérabilité, on va le voir, sont une façon de regarder le projet et la théorie derrière ça, si on veut, l'hypothèse, c'est que les points de vulnérabilité affectent surtout les coûts, tandis que les risques affectent surtout le calendrier. C'est sûr que si un risque auquel on fait face, éventuellement, ça va affecter les coûts, ça peut affecter les normes de qualité. Mais à la base, ce qui fait tourner la roue de ce triangle-là, qui est une roue triangulaire, si on veut, c'est que le risque va affecter essentiellement le calendrier qui, après, par la suite, va créer des coûts et des problèmes des défis de qualité, là, de rencontre avec les normes de qualité. Tandis que les points de vulnérabilité, on va le voir, la façon dont ils fonctionnent davantage, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir contrôle. Et donc, c'est lié très intimement au coût. Alors, je voulais montrer l'importance là, des points de vulnérabilité à partir du moment où on les contrôle, où on les élimine. En fait, on est en train de faire du contrôle de coût. Pour éviter de répéter tout le temps le point de vulnérabilité, je vais juste appeler une fois de temps en temps là, les POV, PDV, pour faciliter la compréhension. Une autre façon de voir le projet, c'est évidemment dans le déroulement du temps. Alors, vous allez voir là, dans l'image que je présente en ce moment à la page 7, qu'il y a, j'ai renommé les étapes comparativement au PMBOK. Pourquoi? Parce que je le prends sous l'angle des PDV, des points de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'au début, il y a une période de vision et de gestation où on digère un petit peu l'idée qu'on a, on la partage avec d'autres personnes, etc. Je peux vous dire par expérience qu'un grand nombre de points de vulnérabilité commencent là. C'est dans la mauvaise identification des besoins du client qu'on veut servir. Donc, c'est sûr qu'il y a un côté marketing dans ce que je viens de dire, mais c'est un côté important parce qu'au final, les projets sont faits pour servir la clientèle qui va les utiliser une fois que ça va devenir une opération. Deuxième phase, la planification, un peu de changement là, par rapport au PMBOK là-dessus. C'est un autre
point majeur qui ressort régulièrement là, dans les recherches sur ce qui est à Shop, c'est l'importance de bien définir le plan d'attaque, si on veut, pour réaliser le projet. Par la suite, moi, j'ai mis le mot mobilisation parce que je trouvais que ça traduisait bien le fait qu'une fois qu'on a planifié, il faut mobiliser les personnes, les ressources, les moyens de production et les engager dans un système. Et à partir du moment où on arrive à un point où tout est en place et commence à s'articuler presque automatiquement, on rentre dans la phase de déploiement avant d'arriver à la réalisation. Et je rajoute là, dans la phase de réalisation l'évaluation. C'est-à-dire que du point de vue strictement là, des PDV, on ne peut pas regarder, considérer un projet sans en faire l'évaluation à la toute fin. Ça fait essentiellement. Parce que parfois, les points de vulnérabilité apparaissent une fois le projet complété. L'exemple que je vais donner, c'est le pont à Laval qui s'est effondré là, il y a quelque temps, qui avait tué, je crois, une ou deux personnes. Et il est évident que, ben, suite au rapport Johnson, si je me rappelle bien, il y avait eu un commentaire que bon, les normes de qualité n'avaient pas été respectées, etc., etc. Pourtant, c'était un PDV de la structure elle-même qui reflète le fait qu'il y a eu des décisions managériales qui ont été prises pour probablement réduire la qualité puis rencontrer le calendrier qui est imposé. Alors, le point de vulnérabilité ne s'est pas manifesté tout de suite, il s'est manifesté beaucoup plus tard. Et c'est une des caractéristiques des PDV, c'est que souvent, ils sont cachés. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de vous expliquer les PDV, puis aussi de vous dire, ben, voici des trucs là, pour essayer de les identifier. Maintenant, une grosse différence que j'aimerais faire, c'est entre les risques et les points de vulnérabilité. Alors, c'est très peu utilisé, c'est certainement pas utilisé dans le PMBOK, mais pourtant, c'est fondamental de comprendre la différence. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris des... Là, vous l'avez en anglais, je vais vous le traduire en français, puis je vais vous montrer comment on peut interpréter ces choses-là sous différents angles pour dire, ah, OK, ça, c'est possiblement un PDV. OK? Fait que j'ai pris des recherches, vous avez les noms en haut, là, ou des fois en bas, en source. Mais par exemple, ici, ça disait Poor communication with design teams. Donc, il y avait de la mauvaise communication parmi l'équipe de design. Ensuite, une pauvre coordination parmi les mêmes équipes. Ensuite, des comportements non coopératifs entre les clients et les autres parties prenantes. Donc, les clients ici, on le voit bien, euh, peuvent faire partie prenante là, du projet. Des comportements contre-productifs euh, venant de travailleurs de l'équipe et une atmosphère de méfiance et de malhonnêteté à l'intérieur du design team, du groupe de design. Donc, ce à quoi ce qu'on comprend là-dedans, c'est le construit, là, ce qu'on appelle un construit ou un concept sous-jacent. Là, psychologiquement, ce qui arrive, c'est qu'on est en train de dire qu'il y a des conflits. OK? Quand les gens utilisent des choses comme ça, ils sont en train de dire qu'il y a des conflits. S'il y a des conflits, il y a nécessairement un point de vulnérabilité. Donc, quand on entend des choses comme ça, on dit, ah, OK, est-ce que je devrais activer mes antennes? Un autre exemple, unfair land compensation, unfair house demolition compensation. Ça fait référence en Chine, quand il y a des constructions, ils déplacent les fermiers sans les compenser ou en les compensant de façon très minime. Et évidemment, ben, les gens qui ont habité là historiquement, là, de génération en génération, se sentent maltraités. Un autre exemple, c'est des rewards, des compensations qui sont inadéquates ou qui ne sont pas justes envers les différents employés. Bien, le concept sous-jacent, c'est l'équité. Donc, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on est capable de reconnaître, par exemple, qu'il y a des conflits, qu'il y a des soucis d'équité, ben on est en train de dire, ah, ben là, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se développer. Donc, à titre d'exemple, ça, ce ne sont pas des risques, même si, comme vous voyez là, c'était marqué so-called social risks.
Eux, les auteurs appelaient ça des risques sociaux. Ce ne sont pas des risques, ce sont des PDV. OK? Donc, allons creuser un petit peu dans ce que c'est un risque. Je vais vous donner un exemple. Le risque de régulation qui comprend le besoin d'avoir des règles, j'imagine, issues par le gouvernement claires, par exemple en ce qui concerne le développement durable. Les informations technologiques qui viennent de l'extérieur, donc de l'équipe de projet. Euh, les problèmes de supply management, de chaîne d'approvisionnement, qui ne sont pas identiques, par exemple, entre une ville et une autre, là, dans le cas de l'Airbus en France. Le manque de disponibilité de certains systèmes hydroélectriques et le manque d'adoption par le client de mesures énergétiques qu'on aurait souhaitées. Pourquoi ça, c'est un risque? C'est parce que c'est extérieur au contrôle du gestionnaire de projet. C'est ce qui fait la différence. Il y a une deuxième différence sur laquelle je vais arriver plus tard, là. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est extérieur, ça ne fait pas partie des choses que le gestionnaire de projet peut contrôler. Il ne peut pas forcer, par exemple, la ligne hydroélectrique à dire je veux que vous vous installiez tout de suite. Par contre, il peut dire à son employé, je m'attends à ce que tu fasses confiance à ton équipe et que tu travailles en collaboration avec tes coéquipiers pour obtenir tel résultat d'ici 2 jours. C'est ça la grosse différence. Et il y a un jeu mathématique entre le risque et la vulnérabilité. D'autres exemples, bon, je donnais les règles qui viennent de l'extérieur, l'information extérieure, les fournisseurs extérieurs. On avait aussi un autre exemple, fog and mist, donc le brouillard. Ça vient de l'extérieur, on ne peut pas contrôler la température, et la réaction des consommateurs. J'espère que tout va bien jusqu'ici, là, je ne vois pas de questions, donc je continue. Continuons avec des vulnérabilités maintenant. Euh, L'habilité, si on veut, courante de maintenir un- une chaîne d'approvisionnement. Maintenant, vous allez me dire un peu plus tôt, j'ai parlé de chaîne d'approvisionnement, comme quoi c'était un risque parce que ça venait de l'extérieur. Mais ici, ce n'est pas la chaîne d'approvisionnement qui est en cause, c'est l'habilité interne du groupe, par exemple du gestionnaire de projet, à maintenir la consistance, si on veut, de la chaîne de production. Donc, c'est une habilité qui appartient au gestionnaire de projet. C'est pour ça que je l'ai mis dans une vulnérabilité. Si le gestionnaire de projet n'a pas les capacités pour gérer la chaîne d'approvisionnement, on vient d'identifier un PDV. OK? Aging plant, une usine qui commence à se faire vieille, on a les moyens financiers pour remédier au problème et vous voyez tout de suite là l'impact sur les coûts. C'est pour ça que je vous dis que les vulnérabilités affectent surtout les coûts. La troisième chose, l'habilité de répondre aux changements dans l'industrie, etc. Encore une fois, oui, il y a des changements dans l'industrie, ça peut être des risques, mais l'habilité pour y répondre, ça, c'est la vulnérabilité. Alors, comme vous voyez, souvent, il y a un jeu entre le risque et la vulnérabilité. Je vais m'expliquer un petit peu plus là-dessus un peu plus tard. L'autre point, l'impact du sida. Le sida, c'est un phénomène extérieur, mais le fait que ça a un impact à l'intérieur de l'équipe de gestion de projet, c'est ça qui fait que c'est un point de vulnérabilité. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des ressources, une gestion des ressources humaines pour pallier ce problème-là. OK? Si on continue, euh, nombre insuffisant de staff autorisé, etc., des communications pauvres, tout ça, c'est de l'interne, donc on appelle ça une vulnérabilité. Alors, je fais juste un résumé, l'habileté à maintenir l'approvisionnement, l'état de l'usine, l'habileté à répondre aux changements, le nombre insuffisant de travailleurs, communication pauvre, ça touche tout à l'interne. La deuxième grande différence, c'est ce que je vous disais tantôt, il y avait deux différences là. La deuxième grande différence, c'est qu'on peut classer les risques en 8 catégories. Okay? Je n'utilise pas le programme Pestel parce que je trouve qu'il est incomplet. Et je vais prendre chacune des catégories. Le socioculturel, ça ne fait pas référence à la culture interne de l'équipe de projet. Ça, c'est plus ce qu'on appelle en anglais le work psychodynamics, donc la psychodynamique
du travail. Ça, c'est à l'intérieur. Le socioculturel, c'est ce qui est à l'extérieur. Si le projet, par exemple, prend place à Haïti, ben, il y a une culture socioculturelle. Je vais vous donner un exemple. Suite au tremblement de terre en Haïti, il y a plusieurs milliards de dollars qui ont été offerts pour reconstruire, entre autres, les hôpitaux. Dans les hôpitaux typiques en Haïti, les gens se promènent librement pour aller voir les patients et donc encombrent les voies de passage à toute heure du jour. Ils dorment là, ils amènent leur famille, ils amènent leur nourriture, etc. C'est normal pour eux, c'est un phénomène socio-culturel. Sauf que quand on construit l'hôpital en question, il faut prévoir que ce phénomène socio-culturel qui est extérieur va affecter la façon dont on va dessiner, concevoir les corridors. Est-ce qu'il faut rajouter un corridor juste pour les visiteurs? Est-ce qu'il faut mettre des heures d'accès? Est-ce qu'il faut mettre des sens de direction, etc.? Environnemental, bien évidemment, c'est tout ce qui touche là, à l'environnement, que ce soit les serpents qu'on trouve là, en dessous du pont Champlain puis qu'il faut déplacer. Technologique, évidemment, c'est de la technologie. Marketing, c'est justement bien comprendre les besoins du client, mais pas seulement ses besoins, mais aussi ses réactions, parce que le client est souvent partie prenante du projet en développement et il va avoir ses propres réactions. Il est possible qu'il y ait des réactions antagonistes. Je l'ai vu et je ne suis pas le seul à avoir fait l'expérience. C'est que le client a des attentes qui peuvent être différées euh, de celles du gestionnaire de projet ou qui changent avec le temps parce qu'il découvre qu'il y a des nouveaux besoins, etc. Il y a les risques légaux, par exemple des politiques, des lois qui peuvent changer. Quand je parle de risque organisationnel, ce n'est pas, encore une fois, à l'intérieur de l'équipe de projet, c'est à l'extérieur. Donc, par exemple, tous les contacts que fait l'équipe de gestion de projet avec, par exemple, les structures gouvernementales, les banques, les fournisseurs, les appuis, etc., ça, c'est de l'organisationnel. OK? Donc, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on est structuré pour gérer les communications avec l'extérieur? C'est particulièrement vrai dans les cas d'entreprises à but non lucratif et c'est particulièrement vrai dans les cas de projets internationaux d'aide, comme par exemple en Afrique. Là, la structure organisationnelle extérieure euh, est d'un mode différent de ce à quoi on est habitué, par exemple ici au Canada, où c'est beaucoup plus réglementé. Donc, il y a un lien intéressant entre risque et vulnérabilité et je vais essayer de l'expliquer. C'est-à-dire que je peux, en tant que gestionnaire de projet, c'est ce que vous avez ici, là, la courbe que j'appelle l'utilité de la stratégie managériale ou de la position dominante, c'est la même chose. Je peux dire, je vais faire face à beaucoup plus de risques, mais je suis très confiant que j'ai très peu de points de vulnérabilité, euh, ou à mesure que le projet se développe, j'arrive à exercer un certain contrôle sur les risques où naturellement les risques diminuent, mais à l'intérieur, les points de vulnérabilité grandissent. Par exemple, des conflits émergent entre les clients puis le gestionnaire de projet ou entre les membres de l'équipe du projet. Et le meilleur exemple que je peux vous donner sur le trade-off, le marchandage, si on veut, qui existe entre les risques et les points de vulnérabilité, c'est celui du sauveteur de natation. Donc, supposons que je suis sauveteur national. Là, si je vois une rivière qui est assez agitée, donc qui représente beaucoup de risques, parce que je ne me sens pas vulnérable, parce que je suis sauveteur de natation et champion de natation, je vais sauter à pieds joints dans la rivière et m'y baigner joyeusement malgré les risques qui sont élevés. Donc, mes points de vulnérabilité sont faibles. Je me situe à gauche, là, le long de la courbe que vous voyez, la courbe de stratégie managériale, puis j'accepte de faire face à beaucoup de risques en espérant gagner un concours ou peu importe, là, ou m'amuser. D'un autre côté, si j'ai aucun cours de natation et je ne suis pas du tout sauveteur national, puis là, je vois un étang qui est un pied de profond parce que je ne sais pas nager, euh,
même si le risque est tout à fait minimal, parce que ma vulnérabilité est très grande, je ne me mettrai même pas les pieds dedans. Alors, ce que je dis, c'est que les gestionnaires de projets doivent doivent balancer l'évaluation des risques avec l'évaluation des PDV. Et comme on a vu tantôt, souvent, les risques éveillent des PDV et les PDV sont des révélateurs de risques. En d'autres termes, là, le fait que quelque chose représente un risque, donc peut représenter, si on veut, un dommage à notre projet, c'est le fait qu'on est vulnérable à ce projet-là. Donc, on est en train de dire qu'il y a une association très proche entre les risques et vulnérabilité. Pourquoi c'est important? Parce qu'une fois qu'on comprend la différence, on est mieux capable de gérer et les risques avec leurs 8 catégories et les vulnérabilités qui sont surtout du point de vue psychosocial. Et on y arrive là, tranquillement. Okay? Donc, ce qu'on voit ici, là, de la diapositive, il y a la surface A est exactement égale à la surface B. Ce que ça veut dire, c'est que le projet reste tout le temps identique à lui-même et même si je maintiens l'utilité de ma stratégie managériale, euh, je peux le faire dans un temps très court ou dans un temps plus long en me déplaçant vers la droite. Et je reste tout le temps égal à moi-même et le projet reste égal à lui-même. Donc, je respecte le plan initial du projet. Sauf qu'au fur et à mesure que le projet évolue, qu'on mobilise les gens, qu'on déploie les effectifs, les ressources, les moyens de production, ben, les risques et les PDV peuvent varier le long de cette courbe-là. Ce qui est intéressant avec cette courbe-là aussi, c'est qu'elle peut avoir plusieurs niveaux. Donc, des petits projets peuvent se situer sur la courbe, par exemple, qui est la toute première là, vers le point d'origine. OK? Les plus grands projets vont avoir plus de risques et probablement plus de parties prenantes, ce qui probablement veut dire plus de PDV. Donc, on se situerait à une courbe d'utilité beaucoup plus élevée. Les courbes d'utilité en économie ont un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, elles ne se croisent pas. OK? Et plus on s'éloigne du point d'origine, plus elles sont intenses en niveau d'intensité. Ce que ça veut dire, c'est que si on prend un seul projet, il est possible que la stratégie managériale qu'on utilise au début pour contrôler les risques et les PDV doivent changer et s'améliorer. Donc, qu'on passe d'une utilité 1 à une utilité 2 à une utilité 3. En d'autres termes, le projet est quelque chose de vivant. C'est particulièrement vrai pour les méga projets qui prennent plusieurs années à réaliser. Les gens changent, il y en a qui quittent, le prix des matériaux change, etc. Ce qui fait qu'on doit considérer les PDV non comme quelque chose de statique, mais vraiment comme quelque chose de dynamique. C'est la raison pour laquelle je considère que les projets sont des systèmes clos, c'est-à-dire qu'ils sont contraint par le triangle des Bermudes, là, par le Iron Triangle, les coûts, les normes de qualité et le calendrier. Mais non seulement il est clos, mais il est dynamique. Et les PDV ont ceci de particulier que si on ne les traite pas, les choses s'empirent. Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est le bébé qui a faim. Alors, le pauvre bébé crie à tue-tête parce qu'il a faim. Il ne va pas arrêter de crier si on l'ignore. Au contraire, ça va empirer. Et ça peut empirer tellement qu'il va se rendre lui-même malade. Donc, il faut traiter les PDV à partir du moment où on les voit, puis même si on les anticipe, ben, à ce moment-là, prendre les mesures nécessaires pour, si on veut, les subjuguer. Une autre chose qui est pratique pour identifier les PDV, c'est de diviser le projet selon ce que j'appelle les 4 P. C'est-à-dire qu'on regarde le projet là, comme essentiellement un plan, un ensemble de personnes, des processus qui sont mis en place et un système hiérarchique, là, un système organisationnel interne, un organigramme qui peut être formel ou informel, parce que, comme vous le savez, dans les projets, il y a beaucoup, souvent, là, d'aspects politiques et de manipulation dans le sens positif là, du leadership pour arriver à obtenir les résultats qu'on veut. C'est ce que j'appelle le pouvoir. OK? Donc, si on classifie maintenant ces 4 P-là
puis qu'on revient à notre image de départ des intrants, bien, finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des intrants qui sont mécaniques, si on veut. Les plans, c'est sur un morceau de papier. Les processus, c'est sur un morceau de papier. Puis on a le côté plus humain, qui sont les personnes, les travailleurs, les membres de l'équipe, et les humains qui sont ceux qui prennent les décisions au jour le jour ou le comité décisionnel, etc. Et les PDV peuvent apparaître dans chacun de ces quatre P-là. L'important de reconnaître ici, c'est qu'en divisant le projet sous ces quatre angles-là, bien, ça nous permet d'identifier la nature, ça nous permet d'identifier plus naturellement la nature du point de vulnérabilité. Est-ce que le PDV a trait au plan qui est mal formulé ou il a trait au comportement de certaines personnes dans l'équipe? Alors, on voit immédiatement, là, ça nous guide directement sur le genre de solution qu'on doit apporter pour régler la vulnérabilité qui probablement a un lien avec les risques, comme on l'a vu. Donc, si on met ça en perspective, maintenant, je continue de compléter l'identification du modèle. Donc, on a des personnes et du pouvoir qui ont un plan, qui utilisent des processus pour transformer les intrants, les matériaux, par exemple, dans le cas de l'industrie de la construction, et ça va produire quelque chose. Ça va produire des produits, ça peut produire des services, ça peut ça va certainement produire des impacts et ça va produire un book of knowledge, c'est-à-dire un certain niveau de connaissance du seul fait qu'on a commencé, souvenez-vous, à partir de la définition que le projet était unique, il y avait des défis techniques. Donc, par définition, une fois qu'on s'attelle à compléter le projet, on va créer une nouvelle connaissance. Et ça, il faut le reconnaître. Une chose que je vois souvent dans les plans de faisabilité ou de préfaisabilité, c'est des promoteurs qui ignorent les impacts. Alors, ils considèrent que leur projet est absolument génial, qu'ils vont conquérir le monde, etc. Peut-être que j'exagère un peu, mais souvent je le vois. Et tout de suite, pour moi, c'est un PDV, là. Tout de suite, je me dis, OK, ils n'ont pas reconnu qu'il peut y avoir des impacts qui sont autant positifs que négatifs. Généralement, un projet va avoir des impacts négatifs. Peu importe ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui ne va pas être content. OK? Il y a quelqu'un que ça va déranger, il y a trop de poussière, il y a trop de bruit, c'est pas ce que je souhaitais, c'est pas aussi beau ce que je voulais, etc. Donc, il faut prendre en considération ces impacts-là. Pour moi, là, avec mon expérience d'évaluation des projets et puis des analyses de faisabilité, je peux vous dire que ça, c'est un drapeau rouge là, immédiat que je vois tout de suite. Dès que les promoteurs sont trop enthousiastes, euh, je sais qu'il y a un problème. Ils ne reconnaissent pas la nature même du projet. OK? Donc, ici, j'ai donné d'autres exemples de projets. On pourrait y revenir. Ce que je veux vous montrer là, c'est que dans tous les projets, si vous écoutez bien ce que les gens disent, OK, il y a un côté psychologique. Il y a tout le temps un côté psychologique, dont un côté humain. Et le côté psychologique, généralement, fait référence à un certain nombre de construits, c'est-à-dire de concepts là, psychologiques, qui sont la collaboration, le contrôle versus la collaboration, si on veut, la perception que j'appelle l'appréhension, okay, la peur qu'on peut avoir, là, les doutes qu'on peut avoir, surtout quand on fait face à beaucoup de risques et beaucoup de PDV. Vous voyez encore aussi l'image de soi-même ou l'image du projet. L'autre aspect, c'est un aspect plus mécanique. On va regarder le triangle des Bermudes, c'est-à-dire les coûts, le budget. OK? On va regarder aussi, évidemment, le calendrier des activités et des tâches. Et on va regarder les normes de qualité. Alors, vous voyez, il faut tout le temps regarder un projet sous ces deux angles-là. L'angle psychologique, ce qui appartient au côté humain qu'on a vu tantôt, là, les personnes et le pouvoir, et l'angle plus mécanique, qui est notre fameux triangle, ce que j'appelle le triangle des Bermudes, parce qu'il peut causer beaucoup de problèmes, qui lui appartient plus au point de vue plan et processus. On ne peut pas examiner les PDV sans se rendre compte qu'il y a tout le temps une interaction entre ces deux pôles-là d'activité, le côté mécanique et le côté humain. À la limite, le mécanique
le plan et les processus ont été créés par des humains. Donc, au final, tous les PDV relèvent de l'intervention humaine. Alors, je donne des exemples dans le cas de l'Airbus, l'aéroport Heathrow à Londres, etc., etc. Et quand on regarde ce qui a achoppé dans les problèmes qui, qui, dont ont souffert les projets, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoutez, j'en ai fait des centaines d'analyses de projets et les mots reviennent tout le temps. Appréhension, ça revient sous la forme de peur, d'inquiétude, d'anxiété, de méfiance extrême, etc. La confiance, la collaboration, l'engagement. Et quand on regarde ça, on peut aussi placer ces choses-là sous les 4 P. Donc, on peut dire, ben, l'appréhension, ça a trait aux personnes. Quand un mot qui revient souvent, c'est le lack of top management support, donc le manque d'appui des gestionnaires à l'échelon supérieur. Bien, si on parle de collaboration, mais de la collaboration dans le domaine des 4 P qui s'appelle le pouvoir. Okay? Donc, on est capable maintenant de placer les construits psychologiques sous, ou les construits qui appartiennent au triangle des Bermudes, là, sous les 4 P, que ce soit les personnes, le pouvoir, le plan ou le processus. Et en faisant ça, on éclaire, c'est comme si on jette une lumière nouvelle sur les PDV parce que ça nous dirige encore plus sur la façon de les contrôler. Est-ce que je dois les contrôler maintenant à partir des personnes, à partir d'un exercice différent du pouvoir, de l'autorité, des nouvelles mesures? Est-ce que c'est juste une question de processus qui a été mal explicité? Ou est-ce que c'est le plan qui, à la base, a été mal conçu? Alors, je continue ici, d'autres exemples de vulnérabilité, puis là, il y a eu des classements, là, et vous voyez, c'est tout le temps appréhension, collaboration, engagement, conflit. Donc, l'aspect humain est tout le temps présent dans les vulnérabilités et il tourne tout le temps autour des mêmes principes fondamentaux. Euh, et quand on regarde ça, peu importe le genre, là, la façon dont ils disent, si on interprète correctement ce qu'ils disent, c'est ce qui se passe. Donc ici, je donne plusieurs exemples, là, puis je fais le lien avec les 4 P. Vous allez recevoir, je crois, une copie là, de la présentation. Vous pouvez le regarder à votre disponibilité. On peut regarder ça du point de vue mécanique, donc le calendrier, les coûts, la qualité. OK? Et la même chose, on peut dire, OK, est-ce que, par exemple, il y avait une instabilité du vendeur, OK, du pourvoyeur financier. C'est extérieur. Donc, on a peut-être mal planifié et ça a trait au coût. Donc, encore une fois, on peut catégoriser les choses selon les 4 P et en utilisant le Iron Triangle, le triangle des Bermudes. Ça nous permet éventuellement de dire, ah, OK, je suis certain que je comprends l'ensemble de ce qui se passe. OK? Donc, vous avez des exemples ici, là, j'en ai mis plusieurs, de différents auteurs, de différentes industries, juste pour vous montrer qu'au final, les vulnérabilités, c'est un côté humain et mécanique et que ça fait face en même temps à des risques. Bon, ici, je mets l'emphase sur les côtés humains. Quand on fait des recherches et puis ça, c'est pas moi qui ai fait cette recherche-là, mais c'en est une qui a été sortie, voici ce qu'on trouve. OK? Les problèmes majeurs qui ont été identifiés par les managers, là, du point de vue des personnes et du pouvoir, le manque d'engagement, on l'a mentionné tantôt, la communication, on l'a mentionné aussi, et les conflits, évidemment, on l'a mentionné. Quand on regarde les processus, ce qui revient le plus souvent, c'est des ressources insuffisantes. Quand on regarde le plan, la planification, qui est un problème majeur, c'est pour ça que je vous disais dès le départ, là, juste après la gestation, après la planification, et souvent là que les PDV se développent, que les embryons sont plantés dans le système, puis ils vont éclore à un moment donné, des buts ambigus entre les différentes parties prenantes, par exemple avec les clients puis le gestionnaire de projet, un calendrier qui est irréaliste, une planification qui est pauvre, donc on n'a pas, par exemple, prévu l'ensemble des facteurs qui pouvaient affecter la production, et des changements inappropriés qui sont souvent dirigés par les clients ou par des problèmes techniques qu'on veut pas, auxquels on décide de ne plus vouloir faire face. Alors, comment on s'y prend? Bien, on développe un certain nombre d'outils. Le premier outil, c'est
à s'assurer qu'il y a une très bonne définition du projet. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps là, pour définir le projet. Mieux on définit le projet, mieux on le comprend sous l'angle intrant, transformation, extrant, mieux on le comprend sous l'angle des 4 P, mieux on le comprend comme un enjeu entre le côté mécanique et le côté humain, plus on est à même de gérer, d'identifier, de prévoir et peut-être d'éliminer les PDV. Donc, un projet, c'est un effort concret qui mène à la réalisation d'un résultat unique et innovateur, qui doit répondre à un besoin. Si ce n'est pas le cas, il y a un PDV, je vous le garantis. Il y a un début et une fin. Il implique des personnes, donc il y a le côté psychologique, il comporte des défis, il y a des impacts positifs et possiblement négatifs. S'ils ne sont pas identifiés, je vous garantis que c'est un PDV. Et ça génère une documentation officielle. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, il y a des problèmes dans la gestion du projet. Il faut tenir compte de la réalité de nos jours, c'est-à-dire que les équipes sont de plus en plus multidisciplinaires, multiculturelles et dispersées. Et comme je vous ai dit, il faut mettre ça dans le cadre là, du fait que la meilleure façon de comprendre l'impact final des PDV, c'est en regardant c'est quoi leur impact sur les coûts. Si vous pensez que vous avez identifié un PDV et qu'il n'y a aucun impact sur les coûts, peut-être que ce n'est pas vraiment un point de vulnérabilité. Peut-être que c'est juste un événement temporaire qui est apparu et qui va se résoudre lui-même. Alors, une autre façon de voir les choses, pour ceux qui sont plus du point de vue, si on veut, des relations humaines, vous avez ici le projet qui est défini selon les 4 P, le plan, processus, pouvoir et personne. Alors, comment on s'y prend pour gérer les PDV, comme ceux qu'on a vus, là, des problèmes de collaboration, des problèmes de conflit, de manque d'identification du plan, etc. Bien, il faut s'assurer d'exercer un contrôle adéquat, mais en même temps, et ça c'est important, ça revient constamment, avoir suffisamment de transparence pour que les membres de l'équipe sentent qu'ils comprennent où est-ce qu'ils vont. Moins ils comprennent où est-ce qu'ils vont, moins ils vont avoir tendance à y aller. D'un autre côté, si on a trop de transparence et qu'on n'exerce pas assez de contrôle, bien, chacun va tirer sur son côté de la couverture puis on n'ira pas nulle part. Et ce qui ressort souvent, mais qui n'est pas très explicite dans ce qu'on voit, les gens ne parlent pas nécessairement d'équité, mais ils vont utiliser surtout des mots comme c'est pas juste ou je ne suis pas traité à ma juste valeur, etc. Ça, c'est des signes que le plan de compensation, par exemple, les vacances, le salaire, etc., n'est pas équitable. Et sachez-le, évidemment, les gens se parlent entre eux. Du point de vue des personnes, on ne peut pas dire aux gens, faites confiance à votre collègue. Ça n'arrivera pas, ça ne va pas se manifester comme ça. On peut dire, faites un effort de collaboration, oui, on comprend. Essayez de vous engager davantage, travaille plus fort, viens plus tôt, peu importe. Oui, ça, on peut le gérer d'une certaine façon. Alors, comment on s'y prend pour la confiance? Parce que, comme je vous ai dit au début, le projet est basé sur la confiance. On prend pour acquis qu'on est capable de contrôler les risques et les PDV, donc on minimise les appréhensions. À partir de ce moment-là, les gens se font confiance. Souvent, d'ailleurs, les gens rentrent dans un projet et se font confiance immédiatement